Bonjour, ici Gras pour les dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021 dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers la représentation biaisée qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour cet épisode, nous sommes avec Isabelle Bautian, autrice de la bande dessinée Esprit Critique, parue en 2021 chez Delcourt, et dessinée par Gali. Sur ce, bonne écoute et que le doute soit avec vous. Je suis Isabelle Bautian, je suis romancière, scénariste de BD et traductrice. Et je suis biologiste de formation, même si ça fait un bon moment que je ne fais plus de recherche. J'essaie de faire synthétique parce qu'en fait, avant, on me disait que je causais trop, donc maintenant, j'ai appris à être synthétique. Hein. D'accord, dans le cadre d'une interview, c'est bien de trop causer, peut-être. Attendez, les grosses radios, genre France Inter et tout ça, ils disent, attends, il faut que ça dure 10 minutes et ils me posent 10 questions en 10 minutes. Ah là, on n'est pas du tout à la radio, il faut D'accord, je vais c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, non mais sinon, pourquoi l'esprit critique ? En fait, l'idée de la BD, l'esprit critique, elle m'est venue il y a plusieurs années. À la base, je suis plutôt scénariste de fiction que de vulgarisation. J'ai fait de la vulgarisation dans la presse, mais le média BD en tant que média de vulgarisation, alors je trouve ça super sur le principe, mais moi, titre personnel, je suis pas plus sensible que ça. Je préfère lire des essais. En fait, les images, il y a des gens que les images les aident à retenir. Moi, ça me déconcentre au contraire. Donc c'est assez marrant parce qu'à la base, je suis pas du tout le public. Et Gali non plus d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais, je sais plus, ça doit faire peut-être 5 ans, même plus, je voyais des gens, notamment au niveau du monde politique et des médias, je voyais des gens, quelles que soient leurs opinions, même des gens avec qui j'étais d'accord, qui raisonnaient de manière totalement fallacieuse, parfois de manière totalement assumée, mais au-delà de la simple manipulation politique dont on a l'habitude et on va dire c'est triste mais c'est le jeu, c'était vraiment, c'était le début un peu de ce que sont devenus les fake news, la post-vérité et tout ça. Je sentais ça. Je me souviens, je crois que c'était Manuel Valls qui avait dit, je sais plus dans quel contexte, qui avait dit comprendre c'est excuser. Ça, pour moi, ça a été le déclic. Je sais même plus quel était le fait divers, et je sais que c'était probablement totalement démago, mais le dire comme ça, j'ai trouvé ça extrêmement grave. Comprendre, c'est pas excuser. Comprendre, c'est justement avoir la base pour résoudre le problème. Et donc après, je veux dire, on peut comprendre les causes et après on peut être parfaitement sévère pour les traiter. Ça, je veux dire, c'est totalement. Après, c'est chacun juge en fonction de ses convictions et voilà. Et donc mais dire comprendre, c'est excuser, c'était absolument effroyable. C'était une ode à la bêtise. Et je crois que ça avait été le déclic, cette phrase-là. Et en fait, je connaissais Boulet. On s'était croisés en festival comme ça. Et en fait, mon idée à la base, c'était de faire une bande dessinée sur l'esprit critique la plus large possible. Et ce que je voulais, c'était avoir des gens connus pour le faire. Totalement cyniquement, je lui ai dit, je savais qu'il s'intéressait à ça, à ces sujets.
à la science de manière générale, à l'épistémologie, à l'esprit critique au particulier. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que j'aimerais, à la limite, est-ce que ça t'intéresserait de le co-scénariser avec moi, ou alors on fait carrément un collectif, et puis toi et moi, ou toi ou moi, on chapote. À la limite, moi, ce que je veux, c'est que le bouquin sorte et qu'il ait du public. Donc, je voulais qu'il y ait des gens avec un certain public qui portent ça. Et en fait, il m'a dit que ça l'intéressait, qu'il a fait malheureusement absolument pas le temps parce qu'il était totalement surbooké à cette époque-là, mais il commençait à bosser sur la collection Octopus chez Delcourt, et il me dit par contre ça m'intéresse carrément d'avoir ça dans la collection. Et donc c'est parti, et du coup je l'ai fait toute seule. Enfin toute seule, j'ai fait le scénario toute seule évidemment, je l'ai fait avec Gali. D'accord, donc l'enjeu, à la base, c'était de plutôt parler de politique, en fait, à travers l'esprit critique. Alors non, c'était pas parler de politique. Justement, je voulais essayer d'éviter. Alors c'est clairement le paysage politique, droite ou gauche, hein, vraiment. C'était vraiment le paysage politique et la manière dont ces choses-là commençaient à être liées dans les médias. Donc c'était le paysage politique et médiatique qui m'a lancé là-dedans. L'idée c'était plutôt de contrecarrer cette tendance à fouler aux pieds totalement l'esprit critique et la bonne foi. D'une manière que j'estimais extrêmement dangereuse, en fait. C'est ce que je disais, c'était au-delà des petites manipulations diplomatiques, partisanes, politiques. C'était vraiment, je voyais un changement d'état de pensée, un truc, bon, c'est un peu caricatural à dire comme ça, un peu à l'américaine. Avec ce côté, vous avez le droit à votre opinion, c'est équivalent à toutes les opinions se valent. Pas du tout. Vous avez le droit à votre opinion, mais toutes les opinions se valent absolument pas. Il y a des trucs qui sont factuellement faux, désolé. C'est pas grave, mais c'est la réalité. Et on peut mettre toute l'idéologie qu'on veut derrière. La réalité ne changera pas. Les faits s'en foutent complètement de votre opinion. Et donc non, c'était plutôt une réaction à ça. Et justement, en fait, je voulais un truc très général. Je voulais éviter d'avoir des exemples précis de l'actu, parce que je voulais que ce soit un truc qui puisse si possible, ne pas vieillir trop vite. Donc non, ça se voulait vraiment général dès le début. Et le truc, c'est qu'en fait, je voulais pas toute la partie purement scientifique. C'était pas le cœur du livre. J'étais obligée d'en parler parce que pour aborder comment mettre les choses en pratique, comment raisonner avec bonne foi, comment distinguer foi et fait, comment s'engager. Donc avec des opinions par essence subjectives, mais tout en gardant son esprit critique. C'était ça vraiment le cœur du livre. Mais pour avoir ça, il fallait que j'aborde tous les aspects plus épistémologiques, plus scientifiques. Et donc c'est aussi pour ça que la partie notamment sur la méthodologie scientifique que dans le livre est vraiment traitée de manière très condensée sur 2 pages. Elle est destinée à être assez simplifiée et en même temps en montrant l'essentiel. Et pas enfin, je voulais avoir cette espèce de double page où les gens peuvent aller regarder régulièrement pour oui, ce rappel, il y a ci, il y a ça. C'était pas le truc vraiment à retenir immédiatement du livre, c'était le truc sur lequel j'étais obligée de me baser parce que et je voulais aussi montrer en quoi je voulais contrecarrer aussi cette espèce de truc qu'on entend parfois. Toi, tu crois en la science, ce que je trouve totalement absurde. Donc, il y a des gens, comme je l'ai dit dans le livre, il y a des gens qui pensent, à tort ou à raison, que la science, c'est le seul moyen de trouver les réponses, que la science, voire potentiellement, peut donner toutes les réponses. Donc ça s'appelle le scientisme. Ça, je suis d'accord que ça relève à minima de l'opinion subjective, voire de la foi. Mais la science, c'est pas ça. La science, c'est la méthode scientifique, c'est un outil. Et me dire tu crois en la science, c'est comme si on me disait tu crois au marteau. Je voulais vraiment contrecarrer ça. Et donc en fait ouais voilà, l'idée c'était de poser les bases pour pouvoir amener après une réflexion sur comment mettre ces choses-là en pratique, même si on n'est pas même hors cadre scientifique. Voilà. Et sans non plus présenter la méthode scientifique comme une panacée. La méthode scientifique, c'est le meilleur outil possible au temps T.
c'est un outil qui s'améliore. D'ailleurs, même dire la méthode scientifique, c'est pas très, enfin, déjà c'est très simplifié. Mais bon, on va dire ça pour simplifier. Mais déjà, c'est un outil qui s'améliore régulièrement. Et si on peut très bien imaginer que demain un meilleur outil survienne, et dans ce cas-là, bah ok, ça remplace. Mais donc je voulais comment dire l'outil méthode scientifique, c'est un outil qui est lui-même très conscient de ses limites. Et donc, je voulais aussi montrer ça, et je voulais aussi un peu contrecarrer ce côté. Je ne pense pas que ce soit la majorité, mais je pense que c'est une minorité très visible des sceptiques et de la communauté sceptique. Ce côté très hautain. J'ai vu une liste de sophismes et de biais cognitifs sur Pinterest, donc ça y est, maintenant, je suis un esprit éclairé. Et cette espèce de mépris de la foi, donc moi, je suis totalement athée, et les religions, en tout cas les religions organisées, sont vraiment pas mes potes. Mais c'est pas pour ça que je vais taper sur les croyants. C'est pas pour ça que je vais partir du principe qu'un croyant ne peut pas être un sceptique. Ça, je suis mais vraiment totalement contre. Enfin, je connais des croyants qui sont parfaitement sceptiques et des croyants qui admettent totalement que leur foi ne relève pas des faits, justement. Et partant de là, pour moi, ça, c'est la base du raisonnement, en fait. C'est pas d'essayer de supprimer tout ce qui relève de la foi, que ça prenne un tour un peu, j'allais dire extrême, un peu, comment dire, enfin, aussi fort qu'une religion, ou que ce soit simplement nos sentiments qui interfèrent, notre culture qui interfère avec notre raisonnement. On ne peut pas se supprimer la foi. L'important, c'est d'être capable de distinguer ce qui relève de la foi au sens très large, donc, ou de nos convictions, ou de nos sentiments même, ou de nos biais, et la réalité et les faits, la factualité. À partir du moment où on base notre raisonnement sur cette bonne foi, pour moi, si j'ose dire, dans le contexte, c'est pas très grave d'avoir des irrationalités à côté. Parce qu'elles vont pas forcément parasiter notre raisonnement, et même quand elles le parasitent, on sera capable de dire là, désolé, je sais que je suis pas objectif, mais pour moi, c'est comme ça. Et si déjà on arrivait à ça, je trouve qu'on aurait fait un grand pas en avant. Et c'est aussi pour ça que le héros de la BD est un sceptique, et quelqu'un qui pense faire preuve d'esprit critique, quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce que beaucoup d'ouvrages de ce type ont tendance, enfin en tout cas quand ils prennent l'élément fictionnel pour apprendre, enfin pour être didactique, ont tendance à avoir un sachant et un idiot. Un idiot au sens large, un idiot au sens narratif du terme, la personne qui ne sait pas, qui va poser plein de questions et tout. Et je trouve que dans ce contexte, c'est pas forcément une très bonne idée, parce que ça donne vraiment l'impression qu'il y a ce sachant qui va exprimer à cette pauvre cloche, qui explique à cette pauvre cloche comment penser. Et du coup, je trouve pas ça très constructif, on va dire. Et je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un, justement, qui, sans être rigoureusement un sceptique, a l'impression d'être de bonne foi, sincèrement, ne sombre pas facilement dans les théories du complot, ne se laisse pas non plus facilement manipuler. Je trouvais que c'était aussi déjà que les gens allaient s'identifier plus facilement à quelqu'un qui a quand même un minimum de recul sur les choses. Et aussi, je trouvais que c'était une question de respect vis-à-vis du lecteur, parce que voilà, j'aimais pas ce côté grand maître face au petit scarabée. Je voulais qu'il y ait quelque chose d'un peu plus équilibré, d'un peu plus nuancé. Et en fait, je pars un peu dans tous les sens, mais en fait, pour en revenir à la jeunesse du livre, quand Boulet m'a parlé de la collection Octopus, on va dire Octopus, c'était un prérequis de la collection. Il fallait qu'il y ait un élément de fiction. Ça pouvait être n'importe quoi. Quand j'ai lancé l'idée, j'étais pas sûre de faire ça. J'hésitais entre ça et quelque chose de plus purement didactique. Et donc, c'est de là que c'est venu qu'il y avait ce dialogue entre deux personnages de fiction. Ok, en parlant du sachant et de l'idiot, finalement, on les retrouve un petit peu, non? Parce qu'il y a le personnage du sachant qui pourrait être cette espèce de... voilà, la fille avec des cheveux roses qui change d'aspect tout le temps. Pourquoi vous avez représenté l'esprit critique comme ça, d'ailleurs?
Alors, moi, honnêtement, ça m'amusait un peu de. Enfin, ça m'amusait un peu d'avoir une femme. Déjà, c'est tout le temps des mecs en général, le sachant. Donc, je me suis dit, bon, juste histoire de varier un peu, parce que voilà. Et en plus, alors après, dans l'idée aussi, c'est quand elle arrive, le personnage principal la voit comme une chieuse. Et en fait, il la voit avec les traits de l'espèce de chouchoute de la maîtresse de CM2. Et à partir du moment, et donc elle va changer, elle est totalement protéiforme, elle va changer, mais elle garde cette identité. Et à partir du moment où il commence à avoir, moi je vais spoiler un peu, mais c'est pas grave, c'est pas non plus comme si c'était un bouquin à suspense. Il y a une scène où, quand il commence à vraiment être un peu plus ouvert à ce qu'elle dit, à lui-même exercer son esprit critique, même vis-à-vis de ce qu'elle lui raconte par moment, il la voit et elle devient un vieux mec. Et en fait, elle prend les traits d'un patron, d'un de ses premiers patrons qui avait été comme une figure paternelle pour lui. Et c'était aussi pour montrer la manière dont les biais de mon personnage principal lui faisaient se représenter une personne qui le remettait en question. Voilà, au début, c'est forcément la petite emmerdeuse. Donc c'était pour ça. Bon, après, il fallait que je lui donne une forme. Et je me suis dit, bon, si je fais ça, ça aura un peu plus de sens plutôt que d'avoir un vieux sage ou même une vieille sage. Voilà, je trouvais. Et oui, après, on reste sur la structure un peu de l'idiot au sens large et du sachant, mais je veux dire, mon idiot n'est pas bête. Voilà, il a vraiment. Il veut être de bonne foi, il veut raisonner intelligemment, et jusqu'au bout, il remet en question aussi ce que lui dit cette figure sachante, et il le fait de manière pas forcément idiote. Hein, c'est pas juste je me braque. Donc je voulais avoir cette dynamique un peu plus sympathique, on va dire. Et d'emblée, dans la première scène, il est d'ailleurs catégorisé comme sceptique par les autres. Il y a quelqu'un pendant la discussion qui lui dit ah, un sceptique, un peu comme ce que vous disiez, les sceptiques sont condescendants, agressifs, désagréables. Ouais, ça, parce que bon, en l'occurrence, c'est super désagréable sur cette première scène. Et puis il y avait aussi un sceptique, comme on aurait dit, je sais pas, comme on aurait dit, je sais pas, par exemple, un catholique. Comme si le fait d'être, je n'ai absolument rien contre les catholiques, c'est juste le premier exemple qui m'est venu, mais je veux dire, être catholique, c'est vraiment, ou même un mec de gauche, voilà, ça peut être n'importe. Être sceptique, c'est pas une opinion personnelle, c'est juste avoir une démarche d'esprit critique. Et je trouve ça, c'est ce que je disais quand on a dit, ouais, toi, tu crois en la science. Non, enfin, être sceptique, c'est pas. Alors, ça peut être un art de vivre si on veut, mais qu'on utilise plus ou moins bien. Mais ça relève pas de la foi d'être sceptique. Au contraire, c'est de dire bon, je vais faire un effort. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais utilisé le terme zététique, parce que je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé et qui a un côté un peu c'est un peu prétentieux, mais c'est pas censé être ça. Et puis en plus, bon, c'est un terme. C'est très français. Les Anglais, ils disent sceptique. Les Français, ils sont allés chercher un mot grec ou un truc que personne sait ce que ça veut dire quand ils l'entendent. C'était un mot que je trouve très élitiste par ailleurs. Mais oui, enfin, quand il dit un sceptique, c'est quand même super surréaliste. Enfin, c'est quand même surréaliste de se faire catégoriser dans une manière de penser sous prétexte qu'on essaie d'être ouvert d'esprit, en fait. Le scepticisme, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la remise en question, mais c'est aussi c'est la remise en question de ce qu'on nous dit, mais c'est aussi la remise en question personnelle. Et d'avoir cette espèce de sentence un sceptique donc on peut pas discuter, de toute façon tu penses comme ça, le paradoxe est atroce, quoi. Et pour moi, c'est la base de ce problème de représentation aussi de l'esprit critique et de la science d'une manière générale, notamment dans les médias, comme si les gens qui arrivent avec des faits ou à minima avec des théories qui ont été soumises à l'expérimentation et qui sont solides,
sont présentés comme une opinion. On voit ça, moi je l'ai traité dans le livre, on voit ça dans le cadre du réchauffement climatique. C'est John Oliver, un présentateur et comique américain qui avait fait ça sur HBO. Il avait montré, quand on voit un débat sur le changement climatique, il y a Bill Nye, the science guy, donc enfin, peu importe, un scientifique, face à un climato-sceptique. Et c'est présenté comme deux opinions équivalentes. Peu importe qu'en fait le scientifique, en fait, il arrive avec des faits, ou en tout cas avec un consensus scientifique, un des consensus scientifiques les plus nets qu'on a actuellement, il en revient à une opinion. Et non, c'est pas du tout équivalent. Sinon, on peut faire la même chose entre ceux qui croient. Est-ce que les dragons existent? Voilà mon gamin de 4 ans face à la communauté scientifique qui va dire non les gars, et on met juste face à un scientifique et on met mon gamin de 4 ans et on dit comme si ses opinions sont équivalentes. Alors après on peut tester l'existence des dragons, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais donc encore une fois, toutes les opinions peuvent être examinées, mais toutes les opinions ne se valent pas. Et les présenter comme des choses équivalentes et présenter aussi des faits ou à minima des théories soumises à l'expérimentation et validées par l'expérimentation et des opinions plus ou moins perchées, non, c'est pas possible. Il faut montrer on ne peut pas les présenter comme équivalentes. Il faut présenter la réalité dans les médias, dire au moins qu'il y a un consensus. Et honnêtement, au bout d'un moment, quand une opinion ou une hypothèse, on va dire, pour les traiter bien, quand une hypothèse a été invalidée depuis des décennies par des centaines et des centaines de scientifiques, je pense qu'il est temps d'admettre que cette hypothèse est peut-être fausse et que c'est peut-être pas la peine de lui donner de la voix dans les médias. Ce qui n'est pas la museler, encore une fois, on n'invite pas dans les médias des gens qui disent que les dragons existent. On n'invite pas dans les médias des gens qui disent que le Père Noël, c'est une réalité. Et je dis pas ça de manière méprisante. Je dis qu'à partir du moment où, au bout d'un moment, quand c'est faux, quoi. Et on peut pas inviter donner de la représentation. Il y en a une infinité d'idées plus ou moins perchées et même des fois pas perchées, mais je veux dire, tout le monde peut avoir une idée originale. On va pas tendre le micro à toute personne qui a une idée originale. À un moment, il faut arriver un peu avec des billes. On peut pas perdre notre temps à discuter ad nauseam de choses soit qui n'ont aucun fondement, soit qui ont été démontrées fausses. Faut tourner la page au bout d'un moment. Et c'est pas une atteinte à la liberté d'expression de tourner la page sur des choses qui n'ont aucune légitimité. Après, si ces gens avec des idées qui ont été réfutées arrivent avec de nouveaux éléments, ma foi, oui, avec plaisir. Mais c'est pas le cas. Donc, je pense qu'à un moment, il faut prendre un peu de maturité tout bêtement sur ces choses-là. Je suis désolée, mais si c'est faux, c'est faux, quoi. Oui, la liberté d'expression et l'abandon pour justifier n'importe quelle prise de parole. Mais c'est ça, et puis, je veux dire, et ça fait, on tend pas le micro à tout le monde dans la vie. En fait, ce truc de la liberté d'expression et on ne peut plus rien dire d'une manière générale, il est brandi par des gens qui ont tellement l'habitude qu'on leur demande leur avis que juste si un jour on ne leur demande pas, ils ont l'impression qu'on les censure. Mais 99% des gens, on leur demande jamais leur avis. Il n'y a pas un droit à être dans les médias. Et évidemment qu'ils peuvent toujours exercer leur liberté d'expression, mais un droit à la diffusion, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas le temps, hein, tout bêtement. On peut pas, je sais pas combien on est de milliards sur Terre, mais il n'y a juste pas le temps de filer un micro à tout le monde. Donc à un moment, il faut faire un choix. On reviendra sur la présentation des sceptiques et du scepticisme. Et je voulais vous demander aussi où est-ce que vous vous situez par rapport à la sphère sceptique, à la zététique. Parce qu'à la fin de la bande dessinée, il y a plein de sources qui sont, je pense, assez connues des sceptiques en général. Et même tout au long du bouquin, il y a plein de citations sceptiques, de proverbes sceptiques qui sont assez connus dans notre milieu. Du coup, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Alors, honnêtement, je fréquente plus trop la communauté sceptique parce que, comme je vous dis, je fréquente certaines personnes et je suis certaines personnes, beaucoup celles que j'ai mises en lien. En lien, qu'est-ce que je raconte, celles que j'ai mises en annexe. En fait,
Alors, ça fait un moment que j'y suis pas retournée, donc ça a peut-être changé, mais moi j'étais vraiment très dérangée par cette minorité, je pense, très bruyante, très présente, qui était très hautaine, qui ne se rendait pas compte de ses propres biais. Moi, l'espèce d'ironie de ça, de voir des gens professer l'esprit critique tout puissant et n'avoir aucun recul sur eux-mêmes, honnêtement, me blessait un peu. Et j'avais en plus l'impression vraiment d'en avoir fait le tour. Donc, je suis plus du tout sur les forums, les groupes sceptiques. Enfin, si je suis sur psychologie et scepticisme scientifique sur Facebook, parce que je trouve ça intéressant justement d'avoir les sciences, de concilier l'esprit critique et les sciences sociales. Ça aussi, je voyais un certain mépris des sciences pas exactes, ce qui était un peu... Enfin, la vie n'est pas un théorème, au bout d'un moment, j'ai envie de dire. Donc, on est quand même... à un moment, il faut vivre dans le monde. Je suis d'accord que les sciences sociales ou même les sciences non exactes, même les sciences un peu plus dures non exactes, moi je suis biologiste de formation, ne peuvent pas forcément arriver avec le même degré d'exactitude que les maths ou certaines branches de la physique. Mais le fait est qu'on vit pas on vit pas dans les maths, on vit dans la vraie vie. Et à un moment, je trouve que ça sert à pas à grand chose de viser l'esprit critique si on n'essaie pas de l'appliquer à la réalité. Et moi, j'avais l'impression, je vois une espèce, je pense encore une fois que c'est pas la majorité, mais je voyais une espèce d'immobilisme dans une partie de ces communautés. Qui, je vais caricaturer un peu, mais qui en gros disait que tant qu'une idée n'avait pas été backée par 12 prix Nobel et soumis à je sais pas combien de tests, ça servait à rien. Cette idée n'avait aucun sens. On peut s'engager dans la vie. On peut s'engager en gardant son esprit critique. Encore une fois, on peut dire bon là c'est mon interprétation, mais à la lumière des faits, j'estime que on peut être de gauche. On peut être de droite, on peut s'engager politiquement, on peut s'engager dans la lutte des personnes, pour les personnes qui subissent des discriminations. On peut admettre que des fois cette lutte est basée sur des témoignages, qu'il n'y a pas forcément eu 50 études en double aveugle sur la validité de ces témoignages et sur leur côté systémique, mais qu'au bout d'un moment, les témoignages, ça s'appelle des données, ça fait partie des données. Et on ne peut pas les balayer sous prétexte qu'elles sont partiellement subjectives, qu'on peut considérer qu'on a au moins un faisceau de présomption assez solide et qu'on peut rester ouvert après à des études qui seront faites de ces choses-là, mais qu'on ne peut pas rejeter n'importe quelle cause sous prétexte qu'elle est basée sur des choses pas à 100% objectives, parce que dans la vie, rien ne l'est jamais. Et donc, si je devais me positionner, moi, ce serait plutôt ça. Et je vois de plus en plus de sceptiques qui commencent à dire non, mais là, les gars, faut arrêter. On n'est pas des créatures de pur esprit. À commencer par vous-même, qui méprisez beaucoup. Parce que c'est vrai que moi, pour côtoyer un peu les milieux militants, c'est vrai que des fois, il y a des trucs, c'est super agaçant. Quand on se veut un peu sceptique, on voit sortir des trucs qui sont d'une mauvaise foi phénoménale, même par des gens dont on adhère avec les idées. On a envie de leur dire non, mais les gars, voilà, on comprend le côté com et tout ça, mais là, c'est super pas rigoureux ce que vous dites. En plus, on imagine les gens en face qui vont sauter dessus voilà. Et je comprends que ce soit agaçant, mais finalement, ça m'agace moins de voir des gens qui subissent des oppressions et qui, des fois, s'énervent un peu, plutôt que de voir des sceptiques qui font la même chose, alors qu'eux, ils n'ont même pas l'excuse d'être concernés par une oppression, si vous voulez. Je peux tolérer un minimum de subjectivité chez des gens qui souffrent et qui, au bout d'un moment, voudraient juste que ça avance. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, je suis absolument persuadée qu'on peut militer de bonne foi. On ne peut pas militer objectivement, on ne peut pas vivre objectivement, on dépend toujours d'un tas de facteurs, mais je pense vraiment qu'on peut appliquer l'esprit critique. Et je pense honnêtement que ce que je disais, c'est ça. À quoi ça sert si ce n'est pas pour l'appliquer dans la vie ?
Et d'une manière générale, c'est un truc avec les. Enfin, voilà, moi j'ai fait des études supérieures, je travaille dans un milieu intellectuel, j'ai un doctorat, tout ça, et donc je suis vraiment à la base dans les milieux intellectuels, et c'est un truc avec lequel j'ai toujours eu un peu de mal dans les milieux intellectuels, c'est cette espèce de la connaissance pour la connaissance. Les connaissances, c'est intéressant quand on en fait quelque chose. C'est comme dans le milieu littéraire dans lequel je suis, maintenant il y a une espèce de sacralisation de la lecture, voire du livre. Et tout un tas de phrases toutes faites sur le fait que le lire fait de nous des gens éclairés, mais sans déconner, ça se saurait. Non, enfin, je suis désolée, vous pouvez avoir lu tous les plus grands maîtres de la littérature, si vous n'avez pas pris si vous n'avez pas pris de recul dessus, ou si vous êtes resté juste sur le joli verbe et que vous vous sentez très cultivé, je suis désolée, je comprends ce que ça peut avoir de super intellectuellement parlant, voire de jouissif, d'apprécier un beau verbe. Hein. C'est très, je veux dire, c'est beau en soi, mais désolé, vous servez à rien, quoi. Enfin, ça sert, mais c'est un loisir, si vous voulez. On reste même si c'est très intellectuel, on reste dans le domaine de loisir et c'est essentiel. Mais je veux dire, prétendre qu'on a un esprit éclairé parce qu'on a toute la Pléiade et qu'on l'a lu. C'est parfaitement stupide. Et moi, je préfère des gens qui vont lire des livres d'un style peut-être un peu facile, mais qui posent des questions et qui en ont tiré des réponses. Ou même des gens qui lisent pas. Je veux dire, il y a d'autres médias, il y a d'autres arts. Moi, j'adore la lecture et j'aime les gens qui lisent, mais cette espèce d'élitisme, on a l'impression qu'on a un pass, dès lors qu'on a des extensions de Billy, on a un pass cultivé. Mais la culture en soi, c'est juste de l'accumulation de connaissances. L'important, c'est ce qu'on va en faire derrière. Et encore une fois, aucun mépris pour les gens qui aiment accumuler des connaissances, d'autant plus que j'aime ça moi-même. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intéressant, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Enfin, d'intelligent, oui, non, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui sert à quelque chose dans la vie. Et on n'est pas obligé de vouloir s'engager et servir à quelque chose, mais on peut vouloir simplement s'occuper de soi, et bon, c'est légitime, mais venez pas donner des leçons dans ce cas-là, et je vois beaucoup ça dans les milieux intellectuels, et ça me pose un réel souci, vraiment. C'est pour ça que je ne suis pas très communauté, en plus, d'une manière générale. Hein. C'est pas que je veuille à tout prix être un électron libre, mais c'est qu'à chaque fois que j'ai rejoint une communauté, je trouvais qu'ils vivaient tellement pas à la hauteur de ce qu'ils professaient que voilà. Ouais, ce que vous dites, ça rejoint beaucoup ce que je vois aussi dans le milieu sceptique, les critiques qui émergent comme quoi les sceptiques seraient malgré eux, des fois, sans en avoir conscience, des défenseurs du statu quo, parce que ils se jettent sur les premières critiques à faire venues en défendant des oppressions systémiques sans s'en rendre compte, quoi. C'est ça, en fait, oui, je crois qu'il faut être vraiment très naïf pour dire que je suis apolitique. Si on est si on est apolitique, par définition, qu'on le veuille ou pas, on défend le statu quo, et on peut être très très bien dans ce statu quo, et ça peut être notre opinion politique. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je veux dire, on peut l'assumer. Mais je veux dire, estimer que sous prétexte qu'on, en fait, oui, c'est ce que vous avez dit, quoi. On ne vit pas en dehors du monde, on n'est pas des créatures de pur esprit, et à un moment, c'est ce que je dis dans le livre, c'est ok, les témoignages ont une validité faible d'un point de vue scientifique. Ceci étant dit, on peut quand même considérer que quand on a des centaines, voire des milliers de témoignages qui disent tous la même chose, ça peut quand même allumer les warnings. Mais je suis d'accord que le témoignage ne suffit pas. Mais les gens qui témoignent, c'est ceux qui sont au plus près des données, encore une fois. Après, oui, il faut aller les chercher, les données, aller les chercher de manière plus rigoureuse si on veut. Mais on peut, les témoignages devraient au moins nous inciter à la vigilance et à la curiosité. Je ne comprends pas qu'on puisse se prétendre scientifique ou sceptique et ne pas avoir la curiosité quand on voit tant de témoignages, de se dire, même d'un point de vue totalement détaché, pas engagé du tout, tiens, et s'il y avait quelque chose à étudier, juste ça, c'est la base. Et je suis désolée, pour moi, ils sont en dissonance cognitive, les gens qui disent, les gens qui réagissent comme si ces témoignages n'avaient aucune valeur. Le témoignage, c'est la base.
ça suffit pas. C'est un faible niveau de preuve. Mais ça ne se balaie pas d'un revers de la main, surtout quand il est aussi récurrent. En regard de tout ce qu'on vient de dire, le public de la bande dessinée, enfin, est-ce que vous avez imaginé un public spécifique en l'écrivant? Est-ce que ça serait... Voilà, là, j'aimais la supposition que c'est du coup cette frange de la communauté sceptique qui serait... enfin, cette minorité bruyante qui serait intolérante et hautaine. Alors, ils en font partie. Le public, je voulais vraiment avoir un public au sens large de gens qui ne sont pas forcément scientifiques à la base. C'est pour ça aussi que j'ai rappelé les bases. Parce que toute cette frange de la communauté sceptique, il y a une grande partie de ce que je dis dans le bouquin, ils connaissent déjà. Non, je voulais un public de néophytes. De néophytes curieux, bon, parce que ça reste, de toute façon, c'est sorti dans une collection scientifique, donc les gens qui vont aller acheter ça, c'est déjà qu'ils ont une certaine curiosité. Mais oui, je voulais vraiment des néophytes. Je voulais des littéraires aussi, parce que j'ai vu autour de moi, dans le milieu dans lequel je travaille maintenant, j'ai des gens qui étaient là. Et téléphone, pardon, j'ai dit que je m'confuse. Aucun souci. Oui, alors attendez, oui, donc oui, je vois dans la communauté plus littéraire que je côtoie maintenant beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette culture scientifique justement. Donc je voulais aussi leur parler et ça a bien marché pour le coup. J'ai eu beaucoup de retours que je pense que comme je suis romancière à côté, j'ai un public un peu plus de fans de lettres aussi et qui sont allés voir parce que c'était moi l'autrice et qui n'étaient pas du tout au courant, pas forcément qui n'y connaissaient rien en sciences, mais qui connaissaient pas en fait vraiment le scepticisme scientifique, qui en avaient vaguement entendu parler, mais voilà, et donc qui étaient très très intéressés par ce qu'ils ont découvert. Mais oui, je voulais un public assez large et je voulais essayer, oui aussi de prendre le contre-pied et éventuellement de remettre un peu en question, idéalement, ces sceptiques qui ont tendance à se prendre pour des créatures de pur esprit et à vouloir et à défendre un peu le statu quo, parfois absolument sans s'en rendre compte. En fait, ce que je voulais avec ce livre, c'était avant tout induire du recul sur soi. Parce que, sur soi, au sens large, sur soi, sur son environnement, sur son statut socio-économique, sur sa famille, sur ce qu'on veut. Pour moi, c'était plus important, c'est vraiment la base. Quand je disais distinguer foi et fait, qu'à partir du moment où on distingue foi et fait, c'est pas si grave si on a la foi. Au sens plus large, c'était ça, c'était essayer d'avoir du recul, juste de faire la distinction, juste de se dire, des fois, quand on voit une info et qu'on a un sentiment super fort, immédiat, vis-à-vis de cette info, de se dire, je vais peut-être pas réagir tout de suite, je vais peut-être laisser un peu poser le truc, parce que bizarrement, tout d'un coup, je suis en colère, ou alors tout d'un coup, je suis très joyeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était juste une info. Donc, on va peut-être juste laisser reposer le soufflet. Et oui, voilà. Non, voilà, je visais un public assez large, un public de néophytes, et j'espérais aussi parler avec bienveillance, j'espère, même si j'ai pu me moquer gentiment parfois. Parce que bon, des fois, c'est quand même un peu ridicule, quand des fois, des trucs que j'ai entendus. Mais non, mais j'ai essayé de le faire quand même avec bienveillance, puis avec ouverture. Enfin, je veux dire, on peut discuter. Hein. Je vois aussi quelles sont les limites du discours assez tolérant vis-à-vis des religions que j'ai pu avoir dans la BD. Très clairement, voilà, je suis restée sur une position sceptique et athée vis-à-vis de ça, mais je sais que je suis plus tolérante que l'ont pu être d'autres ouvrages sceptiques, notamment des ouvrages américains de référence, parce qu'il faut dire que la situation aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en Europe vis-à-vis des religions, donc là je comprends qu'ils soient un peu plus braqués. Je sais que ça c'est tout à fait... ça se discute, hein, voilà, quand la position, j'ai pas développé la position agnostique, par exemple,
Bon, je me perds un peu mon fil, mais je sais que voilà, des gens pourraient dire que bon, oui, c'est effectivement, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas obligé d'être aussi agressif ou en tout cas aussi méfiant de la religion que le sont les sceptiques américains. Que ok, enfin, comment dire, que ok, une personne religieuse de bonne foi peut peut-être exercer son esprit critique, mais qu'il y a une vraie menace des religions organisées. Ça, par exemple, je l'ai pas traité, et je trouve que c'est un truc qu'on pourrait effectivement me reprocher. Bon, après le bouquin, il faisait que 120 pages, je pouvais pas tout faire non plus, mais voilà, je sais toute la partie qui est le cœur du livre et auquel tout amène, c'est faire la distinction entre foi et fait. Est-ce qu'on peut militer objectivement, comme on l'a dit? Est-ce qu'on peut concilier religion et scepticisme? Je sais que c'est un sujet complexe, qu'on peut pas juste répondre, oh bah oui, regardez, c'est possible, il y en a qui arrivent. Évidemment que la religion peut, surtout dans le cadre de religion organisée, peut être une immense menace vis-à-vis de l'esprit critique. Évidemment que le militantisme et la démagogie qui peut lui être associée, et de manière générale les stratégies de com peuvent être une menace vis-à-vis de l'esprit critique, et donc il y a vraiment quoi discuter sur cette partie. Mais justement, c'est ça que je voulais amener. Je voulais lancer le défi du maintenant appliquons ça au vrai monde. Le problème que j'ai, et pourquoi j'ai été relativement tolérante par rapport à d'autres bouquins sceptiques vis-à-vis de ça, c'est je voulais aussi contrebalancer le fait, comme on a dit, que beaucoup de bouquins de scepticisme restent sur la théorie. Ou alors, bon, si on apprend à éviter les sophismes, on apprend à regarder dans les médias, voilà, bon. Mais je veux dire, je voulais pouvoir lancer ce débat. Quelles sont les limites de cette tolérance? Quelles sont les... voilà, enfin, je me perds un peu. Mais on aura de quoi monter, là. Oh oui, parfait. Non, mais je Je me suis rends d'accord compte que avec... je reviens toujours à mon point de départ, là, donc... Je suis d'accord avec l'idée générale. De toute façon, un esprit critique qui serait inoffensif, qui s'attaquerait pas à nos idées, qui serait pas un minimum douloureux, en fait, servirait à rien. Et voilà, c'est ça. Je veux dire, après, on peut se contenter d'essayer d'être le plus objectif possible, mais je pense que le monde nous rattrape sans arrêt. Et à un moment, je pense qu'il faut avoir la maturité d'admettre que le monde ne sera jamais objectif. Pas que le monde, la science, enfin comment dire, le monde, la nature et tout ça, et bon, scientifique et tout, mais je veux dire que les autres et nous-mêmes ne seront jamais totalement objectifs. Et je pense, bon, après il y a des gens qui vivent leur vie en visant un idéal, en sachant qu'ils l'atteindront jamais. C'est une démarche très spirituelle, je trouve d'ailleurs, paradoxalement. Viser cette espèce d'objectivité, ça revient un peu, je trouve, à ces croyants qui visent l'éveil, en sachant qu'ils ne l'atteindront pas. Je trouve que j'ai un peu une démarche pareille, et à la fois qu'on pourra juger très sage ou très naïve, selon nos convictions. Mais après, ouais, voilà, je voulais que ça ait un côté pratique, et un côté pratique un peu général, pas juste un côté pratique. Oui, exercez votre esprit critique quand vous lisez des articles de presse. Ok, bon, voilà, super. Non, c'est la base. Hein, je trouve ça génial que des gens fassent ça. Mais je voulais essayer d'avoir un apport plus vaste, et plutôt que de dire bon bah voilà, certes la religion peut menacer l'esprit critique, certes le militantisme a ses écueils, le fait est que ces choses-là existent, donc maintenant comment on fait, comment on vit avec, et comment on essaie de vivre avec, tout en ayant du recul et de l'esprit critique et de la bonne foi. Vu que le monde ne va pas changer pour nos beaux yeux, c'est peut-être aussi à nous de faire l'effort, et on peut faire l'effort sans se renier. Hein. Moi, encore une fois, je suis athée. Donc, Ouais, quand je discute des limites de l'approche, on va dire, l'approche classique de l'esprit critique, de la zététique,
il y a des idées qui reviennent souvent, c'est ce qu'on a évoqué, le fait qu'il n'y a pas une méthode scientifique, le fait que la science ne donne pas de certitude, qu'elle n'est pas absolue, que la science n'est pas objective, que se contenter de faire des listes de sophismes, ça suffit pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, dont des sceptiques, ça, il y a pas de souci. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que on est beaucoup à être d'accord avec ça, tout en n'en tirant pas des conséquences pratiques. C'est-à-dire qu'on prétend ne pas être scientiste, on prétend savoir que la science n'est pas objective, et dans nos discours et dans nos pratiques, en fait, on fait tout l'inverse. Bah, c'est ça, en fait, oui. Et en fait, oui, voilà, avec ce livre, j'ai voulu donner des clés pour essayer de se l'appliquer à soi-même. Le truc, c'est que je sais que, enfin, ça peut venir que de la personne, ça. Et ça demande un gros courage. C'est de la dissonance cognitive aussi. On est quand même, je trouve qu'on est quand même dedans. Dans ce... Alors c'est soit de la dissonance cognitive, soit de l'évitement, tout bêtement. Et c'est dur de lutter contre ça. Déjà, c'est dur de l'identifier. Et même quand on l'identifie, c'est tellement puissant, c'est un tel inconfort, c'est un tel. Et je voulais modestement, honnêtement, juste donner des clés et en disant, bah, écoutez les gars, si vous voulez essayer, voilà des pistes. Et je pense, encore une fois, qu'il faut avoir la maturité d'admettre qu'on ne peut pas forcément faire plus. Enfin, moi, si quelqu'un y arrive, bon courage, j'en serais ravie, mais et je pense, enfin, dans l'état actuel du monde, je pense de toute façon, rien qu'avoir des gens de bonne volonté qui essaient, déjà, ce serait un vrai pas. Et je pense que il y a certaines personnes qui n'essaient pas, je pense aussi, pas juste par lâcheté ou à cause de la dissonance collective, mais peut-être parce qu'ils se disent que de toute façon, on n'y arrivera pas, au fond. Et parce que on vit peut-être un peu, moi c'est totalement subjectif de ma part, mais on vit peut-être un peu dans une culture où il faut réussir tout de suite aussi. On essaie, on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas tout de suite. On va réessayer, on va se mettre un coup de pied au cul. Des fois, on va se dire, oh non mais c'est pas possible, je suis nulle, je sais pas, peut-être. On va se désespérer, mais on va essayer petit à petit de faire l'effort. Et rien que de faire un tout petit peu l'effort, on y arrivera un tout petit peu. Enfin, rien que de faire régulièrement l'effort, on finira par y arriver un tout petit peu. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on y arrivera vraiment bien. Et on n'y arrivera jamais complètement. Mais déjà, en faisant ça, je pense qu'on peut contribuer à améliorer significativement, si ce n'est le monde, au moins notre entourage. Et que par ricochet, ça peut avoir de vrais effets. Si j'avais une vraie prétention sur ce livre, ce serait de contribuer à changer ce paradigme qui consiste à ne pas se remettre en question. Pour beaucoup de gens, se remettre en question, ça consiste à admettre ses défauts. Mais non, désolé les mecs, vous pouvez dire j'ai un défaut et c'est comme ça, c'est pas se remettre en question, c'est renaître, mais c'est pas se remettre en question. Et après, l'idée, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé, encore une fois, de viser l'éveil, hein, mais je veux dire, à partir du moment où on se déclare sceptique, pour moi, ça devrait être la base. Avant de faire des listes de sophisme et de paralogisme et tout ça, ce serait d'appliquer ça à soi. C'est ce qu'on dit souvent dans les milieux militants. Quand des gens qui ne sont pas concernés par les discriminations, par exemple, ou même ceux qui sont concernés, mais on dit principalement aux pas concernés, la base du militantisme, c'est de se remettre en question soi. Par exemple, moi, je suis une femme blanche, j'ai très envie de lutter contre le racisme parce que le racisme, c'est mal. Et comme je ne suis pas, et comme j'ai envie, voilà, j'ai mon petit ego, j'ai envie d'agir, bah, j'ai envie d'aller sur le terrain et j'ai envie d'ouvrir ma gueule et j'ai envie de donner mon analyse de personnes qui ne jamais ou quasiment jamais été concernées par le racisme, en tout cas pas par un racisme systémique, et qui n'a même pas fait d'études sur ce sujet, qui pourrait me prévaloir un vague statut d'expert. Et non, la base, c'est de te regarder toi et d'essayer de t'améliorer toi. Une fois que tu as fait ça, petit à petit, tu vas aller plus loin. Et je pense que c'est pareil. Ça demande une certaine humilité, mais dans le scepticisme scientifique, c'est pareil. La base, c'est pas d'aller emmerder des gens qui croient au monstre du Loch Ness en leur disant. Et puis en plus, franchement,
faut choisir ses batailles quand même au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on en a cogné que quelqu'un qui remonte du Loch Ness? Je veux dire, après, voilà, ça peut être agaçant. Moi, régulièrement, j'achète des pierres semi-précieuses parce que je trouve ça joli. À chaque fois que j'y vais, les vendeurs, ils essaient de réaligner mes chakras. C'est particulièrement gonflant. Mais au bout d'un moment, encore une fois, choisissons nos batailles, peut-être. C'est pas aller forcément emmerder les gens qui croient des trucs perchés ou qu'on juge stupides. Ça commence par se remettre en question soi. Et un truc, au-delà du fait que c'est utile pratiquement de se remettre en question, je pense qu'à partir du moment où on a fait le travail sur soi, on devient beaucoup plus diplomate. Et quand je dis diplomate, c'est pas dans le sens à caresser dans le sens du poil, c'est beaucoup plus efficace quand on va confronter les personnes face à leurs propres irrationalités, ce qu'on veut faire à la base quand on est sceptique. Je pense que si on a fait le travail, on sait comment sortir progressivement de certaines irrationalités, comment se remettre en question. On l'a vécu et on sera beaucoup plus efficace quand il s'agira d'aller parler à d'autres personnes plutôt que d'aller dire c'est des cons et leur expliquer comment il faut penser. Je suis souvent impressionnée par l'absence de qualité rhétorique de base de la communauté sceptique. Alors que pour moi, ça devrait être lié. Le travail sur les sophismes, c'est aussi apprendre à avoir un minimum de rhétorique, au moins par écrit. Et quand je vois, par exemple, notamment la manière dont le complotisme est traité, et les cons! Alors déjà, non. Pour le coup, si vous aimez, puisque vous aimez aller regarder les publics scientifiques, les complotistes ne sont en général pas des cons. Ils ont même un QI, d'après les dernières études. Alors, si on reste sur le QI, avec toutes les limites que ça peut avoir, mais leur QI est en général légèrement supérieur à la moyenne. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les différentes les études les plus récentes que j'ai pu lire. C'est pas totalement absurde. Pour être capable de faire ses propres recherches, même en les faisant mal, faut quand même certaines capacités intellectuelles, en fait. Même si on ne sait pas bien faire après, il faut savoir, ces gens ne savent pas faire les recherches, ne savent pas checker les sources et tout ça. Donc, traiter les complotistes de cons, non seulement ça sert à rien, mais en plus, c'est faux. Et je pense que oui, faire le travail sur soi, encore une fois, va nous permettre de mieux comprendre les irrationalités des autres, même si ce n'étaient pas les mêmes que les nôtres, même si celles des autres nous paraissent forcément plus absurdes que les nôtres, et d'être un peu plus efficace dans la lutte, puisque manifestement, on veut lutter. Alors. Choisir ses batailles, je vais retenir ça, c'est très bien. Éviter d'aller taper sur les croyances populaires quand il y a peut-être d'autres choses plus importantes à remettre en question. Et c'est ça, mais c'est même pas de moi, ça j'ai vu d'autres sceptiques le dire, c'est que c'est au bout d'un moment, alors oui, franchement, moi ça m'énerve quand je vois des gens. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas que les gens croient à ces choses-là, c'est qu'ils présentent ces choses-là comme si c'était des faits. Quand je discute avec des copains qui sont croyants, jamais ils vont me parler de dans une religion, hein, j'entends, jamais ils vont me parler de leur religion comme si c'était des trucs factuels. Il y a une espèce, avec les gens qui vont croire aux esprits, par exemple, ou à la lithothérapie, ou des choses comme ça, il y a une manière à dire, quand on vend la pierre, par exemple, je reviens à ça, alors il faudra penser à la purifier, il faudra faire ci, il faudra faire ça, et c'est super énervant parce qu'ils auraient présenté les choses autrement, en disant, bon, alors traditionnellement, on pense que cette pierre travaille sur le tel chakra, et donc ça permet voilà, donc ils auraient commencé par traditionnellement, on pense que, ou ça n'énerve pas pareil. Et c'est vrai quand ils commencent à vous dire, alors cette pierre va aider tel chakra, on voit la pente glissante, on sait qu'après il y a des gens qui vont essayer de soigner des cancers avec ça, on se dit au secours, au secours, au secours, je dois sauver cette âme égarée, ou je dois l'empêcher de nuire. Mais donc oui, autant j'ai envie de lutter contre ce discours ces gens, je trouve ça totalement incorrect en plus. C'est ça que j'aime pas aussi avec les gens qui viennent frapper à votre porte, les témoins de Jéhovah et tout. C'est même pas qu'ils croient à leur machin. C'est à chaque fois j'ai envie de dire, mais est-ce que moi je vais frapper chez vous pour vous dire que ce que vous pensez c'est des conneries? Non, je respecte votre maison, votre intimité. Je viens pas emmerder le monde. Donc ça, effectivement, oui, il y a quelque chose de très incorrect et de très prêchi-prêcha. Et effectivement, peut y avoir un danger à ça, notamment. Moi, j'en ai vu une fois qui a fait ça
à mes gamins, bon là j'avoue que j'ai un peu haussé le ton. Mais en soi, que ça aide les gens de penser que telle pierre va les calmer, mais qu'est-ce qu'on s'en cogne? Alors oui, moi aussi, j'aimerais qu'ils admettent que, ok, c'est pas rationnel, mais moi, ça me fait du bien d'y croire. Spoiler, quand vous discutez posément avec ces gens qui y croient, vous vous rendez compte que souvent, en vrai, c'est ce qu'ils font. Je parle pas des vendeurs qui vendent leurs trucs. Vous vous rendez compte que les gens qui commençaient à avoir votre petite pierre, ils vont admettre bien volontiers que voilà, ils savent pas si c'est vrai ou pas, mais ils y croient et ça leur fait du bien. Comme quoi, les gens sont pas aussi cons qu'on aimerait le croire quand on se déclare sceptique. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit, qui commencent à dire dans la communauté sceptique que peut-être qu'au lieu d'aller voilà, emmerder ceux qui croient aux esprits ou ce qu'on veut, si on s'occupait de problèmes un peu concrets, si on adaptait cet esprit, on utilisait ce scepticisme pour lutter contre des vrais problèmes, notamment pour disséquer les discours politiques, y compris les discours politiques de notre temps, de notre camp, pardon, pour décrypter un peu plus les médias. Bon, ça, on le fait un peu, pas assez, mais on le fait. Ce serait peut-être un peu plus intéressant. Et effectivement, ça demanderait un peu plus d'énergie. Effectivement, il faudrait lutter contre un peu plus de réticence en face. Effectivement, du coup, ça demanderait un peu plus de courage qu'aller dire « il croit aux fantômes ». Et je vais vous expliquer pourquoi il a tort. Oui, effectivement, ça demande un peu plus de courage, mais bon, puisque vous vous déclarez sceptique et puisque manifestement c'est votre bataille, désolé les gars, il faut un peu de courage. Et donc, il faut supporter l'inconfort d'avoir des contradicteurs en face, d'avoir des gens qui, si vous critiquez un discours de gauche, va vous dire que vous êtes de droite et inversement. Ah oui, là, ouais, vous allez prendre cher, vous allez prendre comme ce que vous mettez dans la gueule des militants. Et peut-être que du coup, vous ferez preuve d'un petit peu d'empathie. Mais voilà, à bout d'un moment, encore une fois, c'est bien de servir à quelque chose, quoi. Ou alors, il ne faut pas se déclarer des militants, il faut foutre la paix aux gens, quoi. Ils ne se déclarent pas militants, les sceptiques qui viennent emmerder le monde, mais ils le sont dans les faits. Donc, soit vous militez et vous assumez les conséquences, soit fermez-la, peut-être, je sais pas, laissez les gens vivre, quoi, Et qui a réussi à faire changer d'avis à quelqu'un qui était dans une superstition en le traitant de con, voilà, ou en essayant de lui expliquer comment penser. J'attends, hein, moi perso, je l'ai jamais vu. Hein. Mais pas grand monde, je pense. On se sent après, hein. Qu'est-ce qu'on se sent intelligent? Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais l'onanisme, je trouve, c'est bien en privé, en fait. Non, mais ça fait du bien de temps en temps. Ah oui. Ça peut défouler. Hein. Non, mais après, j'avoue, moi-même, ça m'est arrivé, hein, des fois, quand il y en a un particulièrement désagréable, je me le suis payé. Hein, mais je me suis payé parce qu'il était désagréable, pas parce qu'il croyait à des trucs que je trouvais idiots. Mais oui, voilà. Et puis aussi, quand j'essaie de... Je suis rarement sur le debunk pur, mais quand j'essaie de pointer ce qui ne va pas dans un discours, après, c'est aussi les gens ne savent pas s'arrêter quand ils débattent, surtout par écrit, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai aussi effleuré ça un peu dans le livre. Moi, par exemple, quand je débat, entre guillemets, sur Facebook, ça m'est arrivé de répondre à des gens. En fait, ce n'est pas pour la personne à qui je répondais que j'argumentais, c'est pour tous les gens qui allaient lire. Et si on veut faire ça efficacement, en fait, il ne faut pas qu'il y ait plein de sous-fils, plein de discussions, plein de pinaillage. Faut être très rigoureux. Donc, en fait, déjà, ne l'ouvrez pas quand vous maîtrisez pas super bien votre sujet. Même si vous savez que la personne en face a tort, vous allez vous faire défoncer si vous maîtrisez pas votre sujet. Parce qu'il y en a qui vont le mépriser plus que vous et qui vont pas, mais qui, eux, qui sont pas forcément bienveillants et qui vont vous montrer vos propres erreurs de raisonnement. Donc, apprenez à vous taire. Encore une fois, le fait commentaire ouvert, ça ne veut pas dire qu'on vous a sonné, ça veut dire que vous avez le droit de parler, c'est pas obligé. Donc c'est difficile des fois, mais il faut savoir qu'il y a d'autres gens en fait sur le réseau social qui eux vont intervenir et eux savent de quoi ils parlent. Personne n'attend spécifiquement votre opinion. Et donc, mais par contre, quand vous maîtrisez le truc, faites un post, pas trop long, pas trop court, exhaustif, précis. S'il y a des gens qui vous répondent, précisez votre pensée ou nuancez-la, parce que des fois vous avez pu dire une connerie, ou nuancez-la une fois, et après vous vous barrez. Votre poste, il est toujours là. Et si vous continuez à pinailler,
votre message de départ va être totalement dilué. Il va y avoir 500 messages, plus personne ne le verra. Et faut apprendre un peu à mettre son ego de côté et à être efficace, je trouve. Et apprendre à bien à être un bon rhéteur aussi. Quand je dis pas manipulateur quand je dis ça, mais si on n'est pas bon à l'écrit, il faut pas débattre par écrit, en fait. Ça peut sonner super élitiste de dire ça, mais moi, par exemple, je suis pas très bonne pour débattre à l'oral, je débat à l'écrit. Et c'est pareil dans l'autre sens. Et je sais qu'on est tenté parce qu'on est vite énervé et tout. Mais encore une fois, si on veut vraiment se battre pour l'esprit critique, faut être capable de mettre notre ego de côté et il faut être capable de faire ce qui est efficace. Et il faut être capable d'avoir le respect de base des gens, même si on ne respecte pas leurs opinions. J'ai vu, il y a des gens avec qui j'ai débattu, franchement, je trouvais que c'était des sous-merdes, les gens, ces gens-là, quoi. Mais je ne les ai pas traités comme tels. Et parce qu'encore une fois, c'était pas à eux que je m'adressais, c'était avec les gens qui auraient pu être contaminés par leur discours. Et donc, voilà, on ne peut, encore une fois, il faut avoir la maturité d'admettre qu'on ne peut pas faire plus qu'exposer les choses et espérer que les gens auront l'esprit suffisamment ouvert pour les voir. Il y a toujours des gens qui sont comme ça, qui vont vraiment lire votre. C'est pas forcément ceux que vous voyez plus. On a toujours l'impression. Moi, ça m'énerve quand j'entends sur les débats. Oh, de toute façon, on peut pas débattre sur les réseaux sociaux. Moi, les gens qui disent ça, pour moi, c'est des gens qui savent pas débattre tout court, en fait. C'est juste que dans la vie, vous allez arrêter avant de vous prendre un point dans la gueule. Et c'est pas pour ça que donc vous allez vous modérer un peu plus, ou alors vous allez être dans le consensus, voilà. Et forcément, du coup, vous allez pas vous énerver. Mais si on peut évidemment débattre sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous lisent, c'est pas forcément les gens qui interviennent. Évidemment qu'on peut changer le paradigme en montrant une autre manière de penser, posée, avec du recul, basée sur les faits. Évidemment que va y avoir un public pour ça. Et par contre, oui, évidemment que vous n'allez pas faire changer d'avis quelqu'un qui est en totale dissonance cognitive, surtout s'il y a 15 personnes qui sont en train de le traiter de con et il n'est pas forcément en public, il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions, mais les écrits restent, encore une fois. Après, ça dépend des réseaux sociaux, un peu moins sur Twitter, mais voilà, faut avoir cette lucidité, effectivement, du fait qu'on changera pas le monde en exposant des faits, mais avoir aussi se rendre compte quand même que oui, il y a des gens qui sont disposés à faire preuve de recul et que ces gens-là, vous allez les perdre si vous vous comportez comme des connards, en fait. C'est malheureux. Et effectivement, c'est pas aussi valorisant que de réussir à faire changer quelqu'un d'avis en direct, mais ça, vous n'y arriverez pas de toute façon. Donc, je trouve que tout ça, c'est des très bons conseils aussi pour préserver l'image de la posture sceptique, du scepticisme sur les réseaux, quoi. Ouais. Si vous avez encore un peu de temps, j'ai 2-3 questions par rapport, cette fois, plutôt à la place de l'art dans le scepticisme. Enfin, que ça soit la littérature ou la bande dessinée. Comment le scepticisme peut intégrer l'art, parce que souvent c'est un médium qui est très peu utilisé, je trouve, et l'efficacité de la BD ou de la littérature dans tout ça, parce que souvent le scepticisme c'est un discours assez construit, ça ressemble à une dissertation, quoi, que ça soit à l'écrit ou en vidéo. Et en BD, en littérature, comment ça se traduit? En fait, pour moi, en BD, en littérature, l'idée, c'est surtout de proposer d'autres modèles. Alors après, il y a aussi des livres qui sont, même en fiction, qui sont un peu didactiques, qui présentent très clairement des idées. Ça se fait pas mal en hard SF notamment, mais donc après, moi, je suis pas très sensible à ça, donc je préfère encore une fois lire des essais dans ces cas-là. Mais la fiction pure et puis la pop culture, d'une manière générale, est très intéressante parce que elle utilise la société telle qu'elle est pour proposer des modèles en accord ou en remise en question. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Et moi, j'ai fait des livres grand public, notamment bande dessinée, et souvent, j'ai déploré que le héros en pop culture est souvent quelqu'un d'assez moyen.
Et puis qu'il n'y a pas une personnalité très marquée. Et l'intello, pour le caricaturer, c'est le sidekick. Et c'est jamais le vertu cardinal, en fait. Mais je dis l'intello, ça marche sur d'autres. Ça peut être le sage, ça peut être le fort, le puissant. Tous ceux qui ont des vraies qualités marquées sont des sidekicks. Et ces qualités sont rarement mises en. Alors, il y a des raisons intelligentes pour ça, et il y a des raisons un peu manipulatrices aussi. On s'imagine qu'un héros un peu creux, tout le monde va pouvoir s'y projeter. Voilà. Bon, moi, je trouve ça intéressant d'avoir des modèles de héros, pas forcément plus malins que tout le monde et autant, parce que le problème, c'est que l'intello est souvent représenté comme ça, ou alors comme un geek, comme un nerd qui sait pas, qui est totalement handicapé socialement. Je pense qu'on peut montrer l'intelligence au sens large, ou même, encore mieux, sur des personnes qui ne sont pas spécialement ultra brillantes intellectuellement, montrer cette espèce de sagesse, du recul sur soi, comme exemple. Et notamment, j'ai une série de romans en fantasy qui s'appelle Les Rhéteurs. Ça annonce la couleur. Mais l'idée, c'est à chaque fois de suivre le cheminement d'un héros ou d'une héroïne qui se retrouve dans une société qui est très différente de celle à laquelle il ou elle est habitué, et de voir sa remise en question de manière très, très introspective. Il y a toujours uniquement le point de vue de ce héros ou cette héroïne, il n'y a pas de changement au sein d'un roman donné, et de voir son évolution, de voir les questions qui se posent. Alors pour l'instant, il y a 3 tomes sortis. Je pense que sur le premier, j'ai été un poil trop explicative. Par moment, on me l'a pas spécifiquement reproché, c'est moi qui me dis ça. Et je pense que j'arrive à faire de plus en plus finement, mais justement, voilà, avoir comme modèle ces héros qui se remettent, qui réfléchissent, qui se remettent en question, qui se remettent pas. Alors après, il faut pas être naïf, faut pas faire la personne qui va totalement changer d'un coup, voilà. Mais montrer ce processus de remise en question avec des héros qui le font, ça, je trouve ça très intéressant. Après, c'est comme ça que se fait. Enfin, je veux dire, les militants d'autres causes l'ont très bien compris. Hein. Quand on parle de représentation dans la pop culture, ça peut être fait de manière très artificielle et gratuite, ou ça peut être très bien fait, mais ça contribue à changer le paradigme, d'avoir plus d'héroïnes ou plus de personnes racisées, voilà. Donc des fois c'est vraiment très gros sabot. Je vois par exemple, je trouve dans certaines séries Netflix, c'est vraiment pas fin, quoi. C'est l'impression qu'il y a un cahier des charges. Mais le fait est que ça peut se faire de manière tout à fait fine et réaliste, voilà. Et je pense que le scepticisme peut le faire de la même façon, en fait, juste en ayant des héros qui ont ce type de raisonnement, et montrer que c'est pas si rare. C'est assez marrant sur les Rhéteurs. Je n'ai pas eu beaucoup, la plupart des gens n'ont pas dit ça du tout, mais j'ai eu quand même quelques réactions qui me disaient non, mais de toute façon, c'est pas réaliste, des personnages qui se posent autant de questions et tout. Donc déjà, sur le moment, j'avais trouvé ça un peu violent, parce que j'étais en train de me dire, t'es en train de me dire que moi, je suis pas réaliste, ou t'es en train de m'expliquer que la manière dont je pense, en fait, c'est pas comme ça. Et sur le moment, c'est m'arrivé 2 fois, et les 2 personnes, j'avais envie de leur dire, mais change de pote, en fait. Parce que si c'est réaliste, si ces gens existent, ces gens ne sont juste pas représentés. Et du coup, j'ai trouvé ça quand même très intéressant comme réaction, de se dire que c'est au point qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas de penser comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ça important de le faire par l'intermédiaire de la fiction ou de l'art. Et c'est pas si dur, honnêtement. Enfin, c'est pas si dur. Après, moi, c'est mon métier d'être autrice de fiction à la base. Mais je veux dire, on peut vraiment s'en emparer, et je l'ai beaucoup fait dans mes livres de manière, dans Les Rhéteurs, ou dans un autre roman que j'ai écrit qui s'appelle Face au dragon, c'est un roman young adult, où là, c'était le principe de justement d'avoir le point de vue du sidekick, l'intello. Ça reprenait un peu les tropes avec le héros, et puis le fort, le sage, l'intello, celui qui a du cœur, si on veut, et donc et de prendre le point de vue de l'intello. Donc, mais oui, non, c'est vraiment quelque chose qui est très faisable, et je trouve que ça peut vraiment, on sous-estime vraiment, je trouve, le pouvoir de la fiction et de la pop culture en particulier de changer les paradigmes, et alors que c'est très 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 puissant, je trouve, vraiment.
Est-ce que le récit peut aider un apprentissage, le fait d'apprendre une notion autrement que par un pur discours théorique? C'est le principe du conte, hein. Et c'est aussi même pour ça que enfin, toute la culture populaire est basée là-dessus. Et il y a même certaines, bon, alors là je sors un peu de mon domaine d'expertise, mais il y a même certaines religions qui basent leur prêche sur des contes. Puis toute la mythologie grecque, hein, je ne sais pas pourquoi je suis en train de réinventer l'eau chaude là. Donc oui, et ça utilise un biais cognitif, hein, enfin des biais cognitifs d'ailleurs, de passer par l'intermédiaire de la fiction, de l'allégorie, de l'image, ou chaque fois même quand on fait une punchline, rien que ça, ou les slogans politiques, c'est le biais cognitif, c'est le biais de l'humour. Et c'est bien, alors c'est bien de l'humour parce que quand on entend un truc sous une forme rigolote, on va le retenir mieux. Mais au sens plus large, ça va pas forcément être un truc humoristique, ça va être une punchline, un truc qui sonne bien. Et ça va on va le retenir. Alors si on nous avait dit, alors ça se passe comme ci, en fait comme ça et tout, on l'a pas retenu. Alors c'est exactement la même info. Et le pouvoir de la fiction est énorme aussi là-dedans. Oui, voilà, c'est tout le principe des contes populaires, beaucoup de traditions orales et des mythologies. Vous avez travaillé ensemble avec Gali pour trouver les métaphores visuelles de la bande dessinée? Parce qu'il y en a certaines qui sont très fortes, qui prennent beaucoup de place visuellement, qui restent en mémoire. Après, les métaphores, il y en a qui peuvent induire en erreur parce qu'elles créent des contresens, parce que le sens du dessin est pas le même. Voilà, je suis pas allé dans le détail au point de voir à quel point c'était le cas dans la BD, mais je sais que ça peut arriver. Alors, en fait, la plupart des idées visuelles, c'est égalé. Moi, j'avoue que j'ai une imagination vraiment plus écrite. Et du coup, c'était super de bosser avec elle et en plus parce que Gali, elle n'a pas de formation scientifique, elle n'était pas forcément super au fait de ces sujets et elle est très intelligente. Et du coup, c'était vraiment super parce j'avais à la fois, quand je voyais que, quand elle me disait c'est pas clair, je savais que c'était vraiment pas clair parce qu'elle était très intelligente et si elle pige pas, c'est très clairement que mon néophyte ne pige pas, ne va pas piger. Et elle a une imagination visuelle prodigieuse. Donc, je me suis énormément reposée sur elle là-dessus. Après, je donnais des indications, je donnais vraiment l'idée qui devait ressortir. Par contre, bon, si c'est l'histoire du dragon, une corrélation n'est pas une relation de Par cause à exemple. effet. Ça, c'était mon idée. J'ai dit, je veux la double page. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'au début, Gali, on avait un peu discuté de la place que ça prenait et tout ça. J'ai fait, non, mais ça, c'est une double page parce que si les gens doivent retenir un seul truc du bouquin, je veux que ce soit ça. Et elle a beaucoup marqué les gens. Je sais plus qui a eu l'idée du dragon. Je sais que moi, il se transformait, dans mon scénario, il se transformait en quelque chose qui balayait tout. Je sais plus, c'est moi qui ai eu l'idée du dragon. Mais très clairement, là, la double page et le truc braillé et tout, je sais, je voudrais pouvoir en faire un poster de ce truc. Et donc, oui, là, ça, c'était mon idée. Mais sinon, la plupart des idées visuelles, c'est Gali et elle a vraiment cartonné là-dessus. J'avais quelques idées visuelles que moi j'avais eues, qu'elle a modifiées sur des trucs qui étaient beaucoup plus efficaces. J'ai pas d'exemple en tête là parce qu'on a mis vraiment de temps à écrire ce livre. C'était pas facile à écrire, à faire comme livre, parce qu'il fallait être vraiment, on voulait être synthétique et en même temps on voulait pas donner trop d'infos, sachant qu'on en donne déjà beaucoup. C'était un énorme travail de synthèse et pour elle un énorme travail de mise en image, de réfléchir à toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière, derrière chaque dessin. Et donc c'était vraiment un gros travail, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de textes taillés à la serpe. Des gens me disent il y a beaucoup de textes. Vous n'avez pas vu la première version. Et, oui, non, elle a eu des idées vraiment top. C'était une super collaboration. Vraiment. Oui, bah, en la lisant, franchement, j'ai ressenti la difficulté que ça a été d'écrire parce que euh, je traite dans les milieux sceptiques depuis plusieurs années, donc la plupart des discours qui sont dans la BD, je les connais un peu, et je sais à quel point ils peuvent être creusés, à quel point ils peuvent être fouillés, à quel point ils peuvent prendre de la place textuellement. Donc les voir condensés, mais toujours clairs, avec des métaphores visuelles à côté, agencés dans un scénario, je me suis dit mais quel défi quoi, c'est fou.
Ah, franchement, c'est un des bouquins les plus fatigants que j'ai eu à écrire. En fait, le truc, c'est que je sais que je sais que je suis bonne en synthèse. Je sais que je sais le faire et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Mais c'est pas parce que je sais le faire que j'aime le faire. Moi, j'aime écrire des aventures, j'aime écrire des grandes introspections dans la tête de mes personnages, j'aime avoir des dragons qui envoient des vannes, et des combats d'épée, et des scènes émotionnelles et intellectuelles à la fois. Et alors pourquoi ne pas écrire un pur récit de fiction qui arrive à synthétiser ces idées d'esprit critique? Est-ce que c'est Ah, trop compliqué par rapport au concept à vulgariser? parce que je suis pas très bonne en allégorie, tout bêtement. Je suis pas très bonne avec tout. Je pense être terre à terre pour ça. Je pense que ce travail, ce sera l'ensemble de mon œuvre quand elle sera finie. Il faudra tous les lire. C'est bien, ça me fera des droits d'auteur. Et là, je pense que non, ça demande un talent d'abstraction que j'ai pas forcément après, j'imagine pas quand on bosse, on y arrive, mais j'ai pas ce sens du conteur qui arrive à faire ça de manière aussi efficace, en fait. Là, je pense que ça va demander un esprit un peu moins terre à terre que le mien. Mais oui, c'est quand même déjà bien présent hein, dans mes bouquins de fiction. Ok, super. Bon, on arrive à la fin de mes questions. Enfin, en vrai, on avait 10 000, mais il y en a beaucoup qui ont été anticipés pendant qu'on discutait. Ouais, j'ai un peu tourné en rond. Non, mais Hein, c'est j'espère très bien. que Je préfère ça, que ça soit plus une discussion libre qu'un interrogatoire. Ouais, je suis partie j'ai dû sortir de mes réflexes. Tu sais, quand je te disais, je t'ai vous voyez pendant tout l'interview parce qu'on avait commencé sur le vous, mais ça me fait bizarre. Oui, pardon, moi aussi, ça me fait bizarre, en fait. Voilà, je te tutoie, c'est mieux. Ouais, mais en fait, comme sur les débuts, on avait commencé par le vous, je me suis dit, je vais rester sur le vous parce que sinon, ça va faire chelou après. En effet. Mais ouais, non, là, j'ai fait des radios et sur les radios nationales, ils me disent, là, dernièrement, il me fait, ouais, l'interview dire 10 minutes, il m'envoie la liste des questions, il y avait 10 questions, quoi. Attends, les gars. Donc, c'était des très bonnes questions, hein, mais du coup, en plus, comme moi, je suis pas, à l'oral, j'ai tendance à piapiater un peu, je dis, attends, là, c'est chaud, quoi. Et alors, ceux qui m'ont pas envoyé les questions en avant, je dis, tant pis que vous démarrerez le montage, les gars, c'est votre problème. Ah non, mais terrible. On peut pas. C'est important, donc. C'est cruel comme exercice, 10 questions en 10 minutes. Ah ouais, non, c'est. Bon, en plus, au final, ils ne les ont pas toutes posées. Hein. Ce qui vous laisser un peu de marge. Mais après, non, mais bon, c'est aussi un bon exercice. Ça apprend à aller au fait et tout. Et puis bon, de toute façon, on est toujours content quand on se retrouve sur des grosses radios. Quoi. Mais ouais, non, c'est pas évident. Hein. En plus, comme moi, j'essaie d'être précise. Alors, par écrit, il faut trouver le mot juste, donc ça va. Mais à l'oral, le mot juste, il vient pas forcément immédiatement. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à rajouter des mots pour dire ah ouais, alors en fait, j'ai dit ça, mais ouais, j'aurais plutôt dû dire ça. C'était pas exactement le bon mot. J'ai un peu. Mais ouais, non, mais bon, c'est cool. On a de très bons retours sur le bouquin. On a notamment ça a quand même relativement buzzé dans la communauté plus enseignant. Enfin, enseignant au sens large. Je sais qu'on s'est retrouvé dans un cours d'épistémologie. Donc là, je suis là, ouais, ouais, ça, j'étais contente. Et après, bon, je sais qu'on a eu quelques retours sur le fait que des fois, c'était un peu trop condensé. Mais ça, c'est sur la partie scientifique. Et le truc, c'est que c'est fait exprès, quoi. Et c'est pas un livre pour parler de science, c'est un livre pour parler de l'application de bonne foi, de rhétorique, de rhétorique rigoureuse et des choses comme ça, quoi. Oui, c'est vrai que la partie histoire de la science, démarche scientifique, elle peut paraître trop condensée. Bon, c'est pas le sujet du livre et ça sert de base pour le reste. Bah oui, c'est ça, je trouve que c'était important d'en parler. Après j'ai aussi mis de l'histoire parce que je trouve que beaucoup de bouquins sceptiques sont à fond sur les sciences dures. Et que l'histoire, et en plus, et le coup, c'est l'histoire de la pensée critique. C'est pas l'histoire des sciences aussi ça. J'ai vu beaucoup de trucs sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de la pensée critique, j'ai vu assez peu de choses. Donc, il y en a, c'est ceux que j'ai utilisés, hein, donc je les ai mis en référence dans les annexes.
Mais ça, je voulais montrer que le scepticisme scientifique, c'était pas un truc qui tombait de la lune le jour où est sorti le bouquin Sorcier devenez savant. Là, ça existait quand même depuis un moment, donc c'est très cool qu'ils aient fait ça, mais j'ai l'impression que c'était la naissance du scepticisme en France, et très bien, c'est super, mais bon, ça vient pas de nulle part. Hein. Donc voilà. Ah, cool, écoute, j'espère que j'ai pas eu l'air d'être trop la religion, c'est difficile là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a une critique qui m'a dit que j'avais évité le sujet des religions et qui comprenait pourquoi je l'avais fait. Alors parce qu'il pensait que c'était parce que le sujet est brûlant en ce moment. Alors non, enfin je l'ai super pas évité le sujet, je trouve quand même. Mais après je pense que c'était quelqu'un qui voulait que je bouffe du curé, quoi. Et de toute façon, il disait lui-même qu'il détestait la religion. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas constructif, quoi. C'est pas. Et puis, j'ai pas envie de m'aliéner des gens qui pourraient être des alliés juste pour le plaisir de bouffer du curé, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait sur le fait d'attaquer les croyances populaires, encore une fois. Bah, c'est ça, ouais. Et puis, enfin, encore une fois, enfin, je sais pas, moi j'ai une très bonne amie qui est catho, elle prétend pas que la Bible c'est scientifique, quoi. Elle est pas con, hein. Elle me dit c'est ma foi, c'est ma culture, c'est vraiment ce que je ressens, ça m'aide beaucoup dans la vie, j'y crois, et ça n'empêche pas d'exercer son esprit critique. Est-ce que ça va le limiter? Oui, mais les athées, il y a d'autres choses qui limitent leur esprit critique. Et c'est vrai que des fois, bah voilà, quand je discute avec des copains croyants, je vois où ça bloque et je trouve ça dommage à titre personnel, mais chacun fait aussi avec ses qualités, avec ses limites. Peut-être que toute la mythologie qu'il y a autour des croyances, ça leur offre aussi une meilleure sensibilité à certains arguments que moi qui ai du mal avec l'abstraction, par ailleurs, moi aussi, par exemple. Je sais pas. Donc, et c'est pas comme si je pouvais changer ça. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que je disais que stricto sensu l'agnosticisme, c'est un terme qui est souvent assez mal employé. L'agnosticisme, c'est souvent les athées disent non, je suis agnostique pour pas oser dire qu'ils sont athées, mais juste admettre que tu ne sais pas, c'est l'agnosticisme. Et il y a des théistes agnostiques. Donc j'y crois. Je ne sais pas si Dieu existe, mais moi j'y crois. Ça, c'est aussi une position agnostique. Et après, on peut arguer que la position, j'ai pas de preuve que Dieu existe, donc j'y crois pas, mais j'admets que j'ai pas de preuve. On peut dire que c'est faux cul parce que voilà, c'est le fameux. On n'a pas de preuve de la. Voilà, ça revient sur la théière de Russell. Hein. On n'a pas de preuve qu'il n'y a pas une théière en orbite autour de la Lune. Donc on peut estimer que c'est une position faux cul et tiède. Je suis pas loin d'être d'accord, très honnêtement, mais je voulais aborder ces sujets et je voulais montrer que c'est c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est qu'on on supprimera pas l'irrationalité et juste se faire plaisir en tapant sur les religions. Je trouve que c'est un peu facile parce qu'en plus et sur les croyances d'une manière générale, parce que quand on discute avec les croyants, la plupart du temps, on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de recul qu'on le croit. Donc peut-être qu'au bout d'un moment la réflexion bloque, ok, mais j'ai croisé très peu de croyants et même de gens de Dieu, de moines ou autres qui croyaient pas, enfin qui disaient que la Bible avait raison et pas la science, quoi. J'en suis quand même très très peu. Et on part sur des extrêmes dans ce cas-là et est-ce que, je sais pas, je vois pas tellement l'intérêt d'aller s'aliéner des potentiels alliés juste pour le plaisir de rappeler aux extrémistes qui sont extrémistes. Voilà. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'on croise très peu de croyants finalement. Ça, c'est juste mon impression, mais dans la communauté sceptique, on parle des croyants plus qu'on ne parle avec eux. Ouais, moi, je parle à très peu de croyants. C'est ça, ouais. Et moi aussi de fait, parce que voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on n'a pas forcément les mêmes. Mais tu sais, je suis sur Twitter des gens croyants qui sont justement qui ont cette position, déjà qui sont croyants et qui vont être engagés, par exemple dans la lutte pour les droits des homosexuels et des choses comme ça, et qui sont croyants et qui s'intéressent énormément aux sciences par ailleurs. C'est super rafraîchissant de suivre ces mecs-là.
Et en plus, il y a beaucoup de gens très fun. Et après, quand tu vois la communauté qu'ils ont, tu te rends compte que tu as vite une vision super biaisée des croyances. Et c'est aussi pour ça, bah, tiens, dans un bouquin que je vais sortir qui s'appelle Zone Tampon, c'est un bouquin pour ados, mais enfin, tu sais, young adults, comme on dit, un bouquin de SF, et j'ai eu un prêtre sceptique scientifique. C'est bon, comme ça, je vais emmerder tout le monde. Le personnage qu'on aura besoin de plus voir. Mais pour l'instant, si on met un lecteur, les gens ont adoré ce personnage. Et aussi bien des gens qui étaient croyants ou en tout cas ou à minima très tolérants vis-à-vis des religions, et des gens qui détestaient les religions. J'ai une copine qui est une vraie bouffeuse de curé. Elle m'a dit allez viens, ça m'embête de te dire. Donc c'est l'idée aussi, c'est de montrer, c'est ce qu'on disait sur l'intérêt de l'art et de la culture populaire, c'est de changer le paradigme, de montrer d'autres modèles et de montrer la pluralité des gens, des raisonnements et tout ça. Donc, c'était. J'ai mon prêtre. Hein. En plus, c'est mon prêtre beau gosse. Je voulais Il est sexy et tout. Donc, on va voir comment il est reçu. Ben voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Ok, ben merci en tout cas. Merci à toi. Et puis, bon courage, sans montage. Merci, il va en falloir. Ouais. Merci à Isabelle pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux, n'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse, ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine, et que le doute soit avec vous.